Alors bonjour et bienvenue au webinaire qui permet le lancement du guide pratique sur la maladie artérielle périphérique, mieux connue sous son petit nom, la MAP. Alors, ce qu'on vous propose aujourd'hui comme plan de webinaire, ça va être une présentation plus générale du guide qui va durer environ 15 minutes. Ça sera fait par Dr Costa. Par la suite, il va y avoir une présentation plus spécifique. En fait, la map plus en détail, environ 15 minutes également, va être accordée à ce thème pendant la présentation. Ça va être avec le docteur Huard. Et par la suite, on va avoir une petite période de questions, 5 à 10 minutes, que vous pourrez poser vos questions que vous aurez entourant le lancement finalement du guide et sa thématique. Juste avant qu'on débute, j'aimerais préciser quelques petites choses. On a une boîte de dialogue. Vous pouvez y poser vos questions pendant la présentation. Vous pourrez également télécharger le guide que je mettrai dans la boîte de dialogue, justement. Les diapositives seront également disponibles à la fin de cette présentation-là. Il y a un enregistrement vidéo afin que nous puissions diffuser sur notre chaîne YouTube. Et évidemment, les micros seront fermés afin de permettre un meilleur son pour tous pendant cette présentation. Et les micros seront réouverts à la fin pour les questions s'il y a lieu. Alors, nous allons enchaîner avec Dr Costa qui va nous faire la présentation plus générale du guide. Alors, bonsoir tout le monde. Bien heureux d'être avec vous ce soir là, pour ce premier webinaire, en fait, d'une série de 4 sur la maladie artérielle périphérique. Mon mandat aujourd'hui, c'est de vous présenter notre magnifique guide. Par la suite, vous aurez l'honneur d'entendre mon collègue, Dr Gabriel Huard, qui vous entretiendra brièvement sur la map. Voici en fait les objectifs. Là, comme je vous ai dit, je vous présente notre guide et par la suite, Dr Huard vous donnera une définition de la maladie artérielle périphérique, vous parlera un peu des symptômes et des conséquences que la maladie peut avoir. Et puis, effectivement, nous avons réservé une période à la toute fin là, pour vos questions. Donc, pourquoi le guide? Nous sommes partis d'un constat. Le constat est le suivant. La maladie artérielle périphérique est une maladie qui est peu connue du grand public. Si on compare à d'autres maladies comme la haute pression, le diabète, les maladies cardiaques, qui sont des maladies, on pourrait dire, un peu plus médiatisées. Donc, la maladie artérielle périphérique, on en connaît peu. C'est pas parce que c'est pas fréquent. En fait, on dit que plus de 3 millions de Canadiens et Canadiennes âgés de plus de 50 ans sont atteints de maladie artérielle périphérique. C'est une maladie assez fréquente. Donc, on part de ce constat-là. Donc, on identifie le besoin étant de fournir une information claire, fiable aux patients ainsi qu'à leur famille, mais également aux professionnels de la santé qui s'occupent de patients atteints de maladies artérielles périphériques. Alors, il y a eu tout un processus de création pour en arriver au guide aujourd'hui. Nous avons d'abord fait appel à un technopédagogue qui nous a beaucoup conseillé, là, autant sur le contenu que sur le contenant du guide. Et naturellement, nous avons fait affaire avec une graphiste qui, comme vous le verrez, a su donner vie au texte à l'aide de magnifiques illustrations. Par la suite, l'étape suivante était de déterminer la table des matières, c'est-à-dire les sujets qui allaient être abordés là, dans le guide. Et puis, nous avons à ce moment-là trouvé des autrices, des auteurs, donc des spécialistes dans des domaines bien précis là, en lien avec la MAP. Et puis, ces gens-là, en fait, nous leur avons lancé un défi. Et le défi était le suivant. Tenter de vulgariser le plus possible l'information dans leur domaine spécifique. Je vous dirais que c'est pas un défi qui est simple, surtout pour des gens qui sont très spécialisés. Mais je dois vous avouer qu'ils ont tous relevé avec brio le défi. Je vous montre ici, en fait, la table des matières pour vous montrer un petit peu ce que le guide contient. Naturellement, la première section sur un peu l'introduction, définition de la maladie,
La deuxième section, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon la physiopathologie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe exactement dans nos jambes. Ensuite, une section sur les facteurs de risque. La quatrième section qui est en fait comment on pose le diagnostic. Hein? Cinquième section qui est une section intéressante, comment la maladie influence-t-elle la vie de tous les jours? Donc là, nous avons fait appel à des psychologues pour cette section, très intéressant. Par la suite, naturellement, on aborde les différents traitements, que ce soit des médicaments, que ce soit des chirurgies. Et dans la section suivante, on parle toujours des traitements, mais des traitements, c'est-à-dire pas les médicaments, pas les chirurgies, les autres types de traitements qui sont principalement des programmes d'entraînement, de la marche par exemple. Et puis finalement, dernière section, on vous donne des outils pour arriver justement à vous aider à travers cette maladie. Je vous présente ici l'équipe, donc c'est les rédacteurs, les rédactrices. C'est pour vous montrer là qu'il s'agit vraiment d'une équipe multidisciplinaire. Nous avons des gens vraiment de tous les domaines. Nous avons fait appel à des médecins résidents, en médecine interne générale, en radiologie. Ensuite de ça, comme je vous avais dit, des psychologues, des chirurgiens vasculaires, des cardiologues et aussi des kinésiologues. Donc, c'est vraiment une équipe multidisciplinaire. Pour vous dire, là, au total, une vingtaine de personnes ont collaboré à l'élaboration de ce guide. J'en profite pour remercier nos réviseurs, donc des gens qui ne sont pas nécessairement dans le domaine de la santé, mais qui se sont donné la peine de lire le guide au complet et nous faire des commentaires. J'en profite également pour remercier la compagnie Bayer Canada qui, à l'aide d'un don substantiel, nous a permis en grande partie de créer ce guide. D'autres dons également que nous avons reçus là, de familles et institutions canadiennes. Je vous parlais tout à l'heure de notre technopédagogue, Gabrielle Dumouchel, et finalement notre graphiste qui est Christine Saint-Onge. En parlant de Madame Saint-Onge, notre graphiste, je vous montre les magnifiques illustrations qu'elle a créées de toutes pièces. Donc, comme vous pouvez voir, des images très colorées qui viennent donc appuyer le texte. Je vous montre d'ailleurs une mise en page de notre guide. Comme vous pouvez voir, le texte avec naturellement beaucoup d'images, que ce soit des images créées par Madame Saint-Onge, ou d'autres images qui nous permettent de bien saisir là l'ensemble du texte. Une autre mise en page ici. Ce qui m'amène en fait à vous présenter Monsieur Tim. Tim, en fait, qui est notre personnage, sympathique personnage qui a à cœur sa santé. La particularité avec Tim, c'est qu'il aime bien lorsque les choses sont simples et concises. Donc, c'est pour cette raison qu'à travers le guide, vous allez retrouver notre ami Tim, vous expliquer l'essentiel de chacun des chapitres. Donc, il vous fait en fait un petit résumé du chapitre. Donc, si vous n'avez pas le temps là, de lire le guide au complet, mais vous pouvez aller retrouver Tim et il se fera un plaisir de vous résumer l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Donc, sur ce, je me rallie à notre personnage Tim pour vous souhaiter une excellente lecture. Donc, sans plus tarder, je vais maintenant céder la parole au docteur Gabriel Huard. Bonjour à tous, bienvenue au premier webinaire de la Fondation canadienne pour la santé vasculaire. Je m'appelle Gabriel Huard, je suis interniste général et spécialisé en médecine vasculaire et professeur d'enseignement clinique à l'Université de Sherbrooke. Donc, pour commencer, pour vous expliquer en fait la maladie artérielle vasculaire périphérique, il faut un peu parler du système circulatoire sanguin. Avec l'illustration ci-jointe, vous voyez que le sang qui voyage dans notre corps commence son voyage au niveau des poumons. Vous pouvez recueillir l'oxygène qui sert de carburant à tous nos organes. Celui-ci est oxygéné au niveau pulmonaire et ensuite passe dans le cœur, comme vous voyez sur cette illustration, qui agit comme une forme de pompe et envoie le sang dans tous les organes à partir de celui-ci.
Donc, on définit une artère comme étant un vaisseau sanguin qui part du cœur pour aller vers tous les autres organes, donc pour distribuer l'oxygène nécessaire à notre vie, en fait. Donc, je vais juste... Oui. Et en général, quand on voit des illustrations comme celle-ci du système circulatoire, les artères sont toujours représentées en rouge et les veines représentées en bleu, comme vous voyez ici. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les artères qu'on dit périphériques. Alors, qu'est-ce qu'une artère périphérique? C'est toutes les artères qui sont les branches de l'aorte étant le premier vaisseau qui sort du cœur, comme on dit souvent dans le jargon, l'aorte du cœur. Là. Vous voyez que sur l'illustration ici, c'est le premier vaisseau qui sort du cœur, le plus gros vaisseau du corps, et toutes les autres artères qui partent de celui-ci seraient des artères périphériques. Alors, c'est pas mal toutes les artères du corps, mais en médecine, on exclut de cette définition d'artères périphériques les artères du cœur, qui sont les artères coronaires, et les artères qui sont dans le crâne, donc les artères du cerveau. Alors, excluant ces deux catégories d'artères-là, tout le reste, on peut parler d'artères périphériques. En général, les gens qui sont affligés de maladies artérielles périphériques sont des patients qui ont des problèmes avec leurs jambes. Et c'est surtout de ça qu'on va parler dans le guide et en général en maladie artérielle périphérique parce que c'est la maladie la plus fréquente, malgré que c'est une petite partie de notre spécialité, vu que ça prend la fréquence la plus grande. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de maladie artérielle périphérique pour inférer les artères des jambes, finalement. Comme on voit ici dans nos illustrations, qu'est-ce que la maladie artérielle périphérique? Donc, c'est quand les artères que je viens de définir sont malades. Plusieurs facteurs peuvent contribuer au dommage des artères. On parlera des facteurs de risque plus tard, mais la condition principale, c'est les fameuses plaques de cholestérol qui viennent s'accumuler au niveau de l'artère selon ces facteurs de risque-là qui viennent créer une blessure au niveau de l'artère. Et avec le temps, les processus de réparation du corps au niveau de l'artère, ça va former cette plaque, comme vous voyez à l'illustration de gauche. Et au fil du temps, cette plaque-là va progresser. Il y a des dépôts de calcium donc, qui vont se durcir dedans au fil du temps. Et ce qu'on voit, la lumière du vaisseau, donc l'espace pour le sang pour lequel il y a à passer, va se rétrécir de plus en plus jusqu'à ce que les muscles vont finir par manquer un peu d'oxygène, ce qui va finir par créer des symptômes. Ce phénomène-là va s'échelonner sur plusieurs années, donc avant de devenir symptomatique chez la plupart des gens. Mais de temps en temps, ces plaques-là peuvent se fissurer et aller causer un problème en aigu, donc un problème d'apparition rapide, donc un caillot carrément. Ce qu'on voit à l'illustration de droite, donc une artère complètement obstruée avec un caillot en rouge, comme vous voyez, puis le sang est plus capable de passer. Puis ça peut faire comme si on prend le corollaire pour le cœur, ça fait comme un infarctus du cœur, donc un infarctus au niveau de la jambe et des douleurs tout d'un coup. Mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui va évoluer tranquillement. Lorsqu'on pose le diagnostic de maladie artérielle périphérique comme médecin, il y a environ 20 à 50% des patients qui n'auront aucun symptôme de ça. C'est votre docteur qui va vous dire qu'il a trouvé de la maladie, soit sur un scanner que vous avez eu, n'importe quelle imagerie de radiologie, ou encore par la prise de pression au niveau de vos jambes qui serait anormale. Faites à noter, le diagnostic de la maladie artérielle périphérique plus en précision sera abordé dans un autre webinaire. Mais l'absence de ces symptômes-là ne signifie pas l'absence de maladie ou qu'il n'y a pas de conséquences de la maladie. Comme vous voyez sur le diagramme présent, les gens atteints de maladie artérielle périphérique ont des risques augmentés d'autres problèmes au niveau de cette maladie-là, puisque l'athérosclérose ou le cholestérol sur les artères
C'est une maladie qui est systémique, qui touche toutes les artères. Et souvent, quand on en a des plaques de cholestérol ou des blocages dans les jambes, il va y avoir des blocages ailleurs sur les artères du cou, sur les artères du cerveau ou encore sur les artères au niveau du cœur. Donc, les gens qui ont une maladie artérielle avérée ont jusqu'à 20% de chance de développer un infarctus ou un AVC au fil du temps. Et il y a une mortalité qui n'est pas négligeable non plus, qui est de 10 à 15% des gens affectés de la maladie artérielle périphérique qui vont décéder à 5 ans, et principalement, comme vous voyez ici, de maladies cardiovasculaires, donc d'AVC ou d'infarctus, comme vous voyez sur l'illustration. Ici, c'est la situation au Québec, chez nous. Ce que je voulais vous montrer, c'est que si on compare à des gens affectés par des maladies cardiaques, donc des blocages des artères au niveau du cœur à ce moment-là, les gens atteints de maladies artérielles périphériques ont un risque de mortalité plus élevé, à peu près à 2 fois plus élevé, comme vous voyez ici, si on compare 6,8% à 3,5% de décédés quand ils sont hospitalisés pour des maladies de ce type-là. Donc, comme docteur, il faut qu'on soit extrêmement agressif sur tous les facteurs de risque vasculaires chez les gens atteints de maladies artérielles périphériques, d'autant plus qu'ils sont plus à risque de décéder que les gens atteints de cardiopathie, de maladies cardiaques. On va aborder évidemment les traitements comme le docteur Costa en parlait dans le guide un peu plus tard dans un autre webinaire aussi. Côté des symptômes de la maladie, le symptôme classique, comme vous voyez l'illustration ici, c'est une douleur surtout au niveau du mollet. C'est une douleur qui apparaît à la marche, qui est soulagée par le repos en général en dedans de 10 minutes. Et cette douleur-là n'est pas présente quand on est en station debout, qu'on ne bouge pas, ou en station assise. Et on appelle cette douleur-là la claudication intermittente. Si on fait encore un corollaire avec le cœur que les gens connaissent un peu plus, ça pourrait être le corollaire de l'angine de poitrine, par exemple, qui est des douleurs à l'effort. Comme vous voyez ici, les docteurs utilisent surtout le questionnaire d'Édimbourg pour définir les gens qui sont atteints de claudication intermittente. Puis comme vous voyez, c'est toutes les questions que les médecins vont vous poser si on suspecte que vos symptômes sont dus à une maladie artérielle périphérique. Et la plupart du temps, seulement 10 à 35% vont avoir des symptômes classiques, donc ils vont avoir des symptômes à la marche, de douleur au membre inférieur, aux jambes plutôt, mais ils pourraient être situés au niveau du mollet pour qu'on dise que ce soit classique. Donc, il y a seulement 10 à 35% des gens qui ont ces types de symptômes-là. Lorsque le symptôme se retrouve au niveau soit de la cuisse, de la fesse, ou on parle plutôt de claudication atypique, ce qui est environ 30 à 40% des gens qui se présentent en clinique. Et si la douleur est ailleurs, donc en général, ce n'est pas de la claudication, puisque, comme j'expliquais tantôt, les douleurs dues à de la maladie artérielle périphérique, c'est un manque de sang, donc c'est des douleurs au niveau des muscles que ça va donner. Si on parle des symptômes et l'évolution de ces symptômes-là, quelque chose qui est très encourageant, puis que je dis souvent à mes patients, c'est que la majorité des gens affectés par la maladie artérielle périphérique vont avoir des symptômes qui vont être stables dans 70 à 80% du temps à l'avenir. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la majorité des gens affectés, surtout s'ils s'engagent dans des programmes de marche. Donc, ça aussi, ça va être l'objet d'un autre webinaire. Puis, malheureusement, il va y avoir une partie des gens qui vont avoir leurs symptômes aggravés, soit 10 à 20%, et encore une petite minorité qui représente 5 à 10% des gens affectés qui vont éventuellement développer une atteinte sévère avec des plaies, de la gangrène et un risque d'amputation dû à cette maladie-là.
Côté des facteurs de risque, qu'est-ce qu'un facteur de risque? En fait, c'est toute caractéristique ou exposition d'une personne qui augmente sa probabilité de développer une maladie. Les facteurs de risque, on les divise en général en deux, soit les facteurs de risque modifiables et les facteurs de risque non modifiables. On sépare aussi, ainsi les facteurs de risque quand on parle de maladies artérielles périphériques. Les principaux sont énumérés ici dans la diapositive, soit les facteurs de risque modifiables, donc on parle souvent du tabagisme, qui est le facteur de risque majeur chez la majorité des patients et qui est en fait le facteur de risque qui va le plus affecter l'évolution de la maladie, que ce soit pendant qu'on fait les traitements ou si c'est un traitement seulement conservateur. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille le plus souvent. Les autres facteurs de risque modifiables, il y a le diabète, le cholestérol élevé, l'obésité, ensuite la sédentarité et le stress aussi peut jouer. Et comme beaucoup de maladies, les facteurs de risque non modifiables sont l'hérédité et l'âge avec laquelle la fréquence de la maladie augmente. Comme j'expliquais tantôt, ça prend plusieurs années avant que les accumulations de cholestérol deviennent symptomatiques. Donc, ça conclut un peu ma petite présentation de qu'est-ce que la maladie artérielle périphérique. J'espère que je vous ai éclairé sur comment ça se passe et expliquer les symptômes. Je vais laisser la parole à Geneviève pour la période de questions. Alors, bien, merci à vous deux, en fait, de la présentation plus générale et de la présentation plus en détail, en fait, d'une partie du guide. Je vais vous partager mon écran pour la suite de la présentation. Il y en aura d'autres. Celui-ci était en live, là, si je peux dire, là, c'était de manière synchrone. Alors, les autres vont être plutôt des vidéos qui vont être disponibles sur notre chaîne YouTube. Alors, vous allez recevoir également, après la rencontre d'aujourd'hui, un lien, en fait, pour notre chaîne YouTube qui vous pourrez finalement accéder aux autres vidéos là, au courant de l'année. Alors, n'hésitez pas, en fait, à aller voir notre chaîne pour les vidéos. Alors, merci. Et n'oubliez pas aussi de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On est présent sur Facebook, Twitter, également sur YouTube. Alors, n'hésitez pas à nous suivre, en fait, pour être au courant des différentes en fait, activités qu'on fait. Le guide en est une. Il y aura d'autres guides également qui vont venir, d'autres activités. Alors, n'hésitez pas, on a une infolettre également. Alors, voilà, c'est tous des opportunités, en fait, de vous tenir à jour. À Jean-Pascal, en fait, est-ce que le besoin s'était fait sentir de la part de certains patients, de certains professionnels pour le développement de ce guide-là? Un peu, qu'est-ce qui a été la bougie d'allumage, en fait, pour le développement de ce guide-là? Oui, merci Geneviève. Ben, certainement, en fait, je pense qu'on pourrait élargir un peu la question pour beaucoup de maladies, là. C'est-à-dire que les patients ont souvent peu accès à de l'information qui est fiable. Avec l'ère du docteur Google, les gens vont souvent sur Internet et puis ils peuvent lire toutes sortes de choses. Par contre, malheureusement, c'est pas toujours des informations qui sont justes et véridiques. Alors, je pense qu'il y a un besoin, naturellement, de produire du matériel là, qui est fiable. Et puis, ben, spécifiquement pour la maladie artérielle périphérique, comme je vous disais, parce que c'est pas une maladie qui est très connue. Je pense que ça valait la peine qu'on puisse fournir de l'information aux patients, aux familles et aux professionnels de la santé qui ne savent pas toujours là, quelle information donner aux patients. Donc, je pense que ça émane d'un besoin général en médecine de nos jours, mais là, spécifiquement pour la maladie artérielle périphérique qui est peu connue là, du grand public.
Parfait, merci. Peut-être pour Dr. Huard, en fait, dans votre pratique, est-ce que vous pensez que ce guide-là, finalement, va être quand même un bon outil, peut-être d'enseignement d'une certaine manière, une manière pour les patients de s'informer, pour mieux se préparer peut-être à certains rendez-vous, peut-être entamer le dialogue, en tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant pour la pratique? De notre côté, oui, certainement, parce que justement, comme Jean-Pascal mentionnait, c'est que étant une maladie pas très populaire par rapport côté marketing, entre guillemets, et publicité, si on compare à d'autres maladies comme le cancer ou encore les maladies cardiaques ou cérébrales, c'est un peu moins glamour, si on veut utiliser l'anglicisme, la maladie artérielle périphérique. Alors, de base, les connaissances des gens, même des docteurs de base, sont beaucoup moins élevées dans ce type de maladie-là. Alors, avoir un guide comme celui-là, assez simple à comprendre et avec plein d'informations utiles, comme on le voit, ça va aider beaucoup nos patients à le faire, surtout qu'il est facilement accessible, gratuit et téléchargeable en ligne. Alors, je pense que c'est une belle avancée pour les patients d'avoir accès à un guide comme ça. Écoutez, un grand merci de vous être connecté aujourd'hui, de vous être inscrit et pour vraiment l'enthousiasme que vous avez envers le guide. Je vous rappelle que les diapos d'aujourd'hui, vous allez avoir accès à ça. Je vais vous envoyer un courriel. Également, les vidéos, en fait, des différentes portions du guide seront disponibles sur notre chaîne YouTube. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être informés, notre infolette également. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore d'avoir été là. Prenez soin de vous dans cette période pas facile de pandémie, etc. Prenez soin de vous et de votre famille. Merci à tous. Bonne soirée.